Bonjour à vous tous. Comme d'habitude, là où vous êtes, restez fidèles avec le club. Nous n'oublions pas, bien entendu, les accords des réseaux sociaux, les followers, parce que vous savez, nous sommes en direct sur Facebook Canalis. Alors, notre émission d'aujourd'hui comportera deux parties. Une première partie qui s'intitulera « Le syndicalisme en Guadeloupe, bâtisseur ou fossoyeur ». Vous allez demander pourquoi ce thème. Ce thème, c'est qu'à observer le climat social en Guadeloupe, nous constatons que les rapports entre syndicats patronat, syndicats collectivités, syndicats État se résument à un affrontement quasi éternel, une violence verbale et des menaces de toutes sortes. Les très nombreux conflits qui se sont succédés depuis des années témoignent de cette violence. Blocage des mairies, blocage des écoles, blocage des collectivités, blocage des hôpitaux, occupation foncière pour sauver la souveraineté alimentaire. Ces actions s'accompagnent, bien entendu, nous l'observons, de l'émergence de ce que nous pourrions appeler la culture des huiles de vidange. Entendu par là, les huiles usées. Ce grand nombre de conflits est symptomatique en Guadeloupe d'une Guadeloupe malade. Quelle maladie? Est-ce une maladie congénitale, maladie structurelle ou conjoncturelle? Comment la qualifier? C'est pourquoi nous proposons la question de savoir est-ce que le syndicalisme omniprésent est le fossoyeur d'une société apaisée tant souhaitée dans ce pays-là? Ce sera donc la première partie de notre émission. Et la deuxième partie, dans cette deuxième partie, nous en ferons, disons, un bilan. Un bilan après 4 mois, après les élections, les dernières élections de 2022, entendu par là les élections présidentielles et l'élection législative. Dans cette ambiance, nous aborderons un point qui marque encore l'actualité. C'est l'usage de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution. Cette deuxième partie-là, nous l'intitulerons le 49.3, la dissuasion de la Macronie. Voilà donc, chers amis, vous, téléspectateurs et chers amis, comme d'habitude, le cocktail thématique qui nous réunit ce dimanche 23 octobre. D'abord à vous, messieurs, je commence à la gauche spatiale, je vous dis Nico. Alors bonjour à vous tous, très content de vous retrouver ici, comme d'habitude. Comme vous le sentez bien, vous le comprenez, nous sommes très attendus par les téléspectateurs, tous ceux qui sont très fidèles et que nous félicitons également beaucoup pour cette fidélité. Alors René, grand bonjour, belle semaine passée. Non, bel bonjour à tout le monde. Bon, on semaine passée, qu'on d'autres semaines qui ont passé. Elle va être fort, il t'a fait bail. Ça a dit qu'on va vivre semaine là, ça on y a fait, ça à tout genre, puis les événements qu'on y a le droit, ouais. Voilà. Bon, alors bien bonjour à tout le monde et nous avons espéré que nous ayons un bon débat. Bien débat, c'est ça, comme d'habitude. Alors Raphaël Spironel n'a pas été avec nous pendant 2 jours, on le comprend, les circonstances sont voulues. C'est ça la vie. Alors bonjour à toi. Alors, bonjour. Mais je tiens quand même à apporter un témoignage vibrant de toute une diaspora en France qui nous suit. Que nous saluons d'ailleurs, la diaspora en France. Ah non, mais qui nous suit avec une attention, j'étais estomaqué. Avec beaucoup d'attention, beaucoup de sympathie, beaucoup de participation aussi à travers les médias interposés. Enfin, les médias. C'est comme s'il y avait un véritable dialogue. Donc, j'envoie tout particulièrement un grand bonjour à ma petite fille Tempérance, qui me regarde, mais là, je n'en parle même pas, à ma fille Élodie, et puis à tous les autres, il n'y a pas de problème, qui sont avec nous toujours, et qui nous attendent ce rendez-vous du dimanche matin. Du rendez-vous religieusement. Religieusement. Voilà. C'est plus un club, c'est une nouvelle religion. Ah, mais c'est très bien. Alors, je viens aussi d'abord à Ramaille, avant d'aller à Nico.
Bonjour, M. Famaille. Oui, bonjour à tous, bonjour aux amis du plateau, bonjour à tous ceux qui nous regardent et notamment ceux qui sont en France hexagonale et peut-être certainement dans la Caraïbe française aussi. Et puis bonjour à Nico, bonjour à Nico et à Mandry. Alors, bien entendu, nous arrivons à Nico. Nico, là où tu es avec nous. Bonjour à toi. Bonjour. Bonne semaine, j'imagine. Eh bien, bonjour à tout le monde, nous te bonjour à saluons. André, bonjour à tous les gens du plateau, tous les camarades, et puis un petit bonjour à Zébris, quand même, hein, que je ne vais pas oublier. Et puis j'ai une nouvelle fracassante à annoncer. Ma fille m'a dit, elle regarde Eco-Club pour voir une seule personne. Je pensais que c'était moi, c'est pas moi. Hein. On ne veut pas savoir qui. On est obligé de dire à tout le monde, parce que pour moi c'est très très grave. Hein. Elle regarde le monsieur qui parle en créole. Oh là 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 là, ça c'est excellent, je le savais. C'est très bien. Il dit, moi, papa, sincèrement, l'émission là, ça, il y a une seule personne, c'est ce monsieur-là. Les autres, je les aime bien. J'aime bien Raphaël, monsieur Ramaï sympathique, Jean est gentil, tout ça. Mais ce monsieur-là, c'est lui qui fait l'émission. Donc, Ouais, ça c'est très... Il faut continuer comme ça. Ouais. Pareil à dire, mais j'avoue, Oui, j'avoue. Moi, je il suis faut battu. toujours faire plaisir À la fille de Nico. à la fille de Nico. suis battu. Bon, eh bien, D'ailleurs, moi je sais d'ailleurs, quelque part, elle- des fois on me tire les oreilles un peu, de rester toujours elle est cantonné à une seule langue. Hein, mais tu vois, nous faisons le melting pot. Non, mais je suis désolé. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui C'est sont... un vieux problème ici, l'histoire de langue. Mais il faut bien comprendre oui, qu'on ne oui. s'adresse pas qu'aux Guadeloupéens. Ouais. Donc c'est vrai que quand on... Et moi... Et puis tout le monde n'a pas la même maîtrise du créole que René, Oui, je sais oui, ce qui me concerne. Bon, je parle créole hein, couramment, mais c'est pour expliquer quelque chose sur une démonstration. Je suis beaucoup plus à l'aise en français. Mais j'insiste surtout sur la dimension, on est un média. Ce qui compte, c'est de toucher le maximum de personnes. Oui. Et c'est bien qu'on est rodé, ça fait une superbe note, mais quand vous sortez à l'extérieur, bon, ça passe Vous savez, quelque part, Ceci étant, il m'est arrivé de dire des choses en français. Hein. Oui. Il n'y a pas de problème de ce Non, côté-là. mais- Mais à TV, garder présence à Oui. Langue aussi, pour montrer que Langue c'est Oui. une langue débat aussi, son langue d'apprentissage, son langue... C'est vrai. C'est-à-dire aussi, c'est le cas de le dire, hein, on va venir à notre C'est thème, pas c'est que occasion. l'école de la République a son histoire aussi. Hein. Nous avons été, peut-être disons-le, c'est pas méchant, formatés d'une certaine manière. Et pour beaucoup de choses, on l'obité, si vous voulez parler, si on doit s'exprimer très souvent, et c'est là, c'est peut-être une erreur, je ne sais pas moi, en créole, qui est langue nous, langue maternelle. Eh bien, on n'a pas cette souplesse très souvent. En fonction du domaine, hein, il y a des choses qu'on va expliquer du social, qui relèvent du social, qui relèvent peut-être de l'économie du droit. Bon, c'est peut-être lié, le fait d'évoluer longtemps dans cela, ça sort tout d'un coup, n'est-ce pas? Et Non, mais c'est plus compliqué. Non, mais c'est très bien de pouvoir c'est plus mettre compliqué. le- Quand vous êtes un émetteur, la logique de l'émetteur, c'est pas la logique du récepteur. C'est différent. Or, nous, en tant que récepteurs, je vous assure qu'on est bien reçu en France, on est reçu en Afrique. J'ai une sœur qui est installée en Afrique depuis longtemps et qui suit Eco-Club avec toute sa diaspora autour d'elle, y compris des universitaires, parce qu'ils sont intéressés de savoir qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce qui se passe en Guadeloupe. Et le créole, c'est super, c'est pas la question, mais c'est limité. La Caraïbe, c'est pareil. On est suivi, bon, je veux pas dire la... Et donc, il y a une dimension d'audition. Et cette dimension d'audition exige qu'on ait une langue technique. Bon, c'est tout. Ça ne va pas chercher ailleurs que ça. Oui. Enfin, c'est comme ça. On peut y faire. Alors, messieurs, nous lançons la musique. Hein. Vous aviez bien entendu mon introduction. On a parlé du climat social. Un climat social qui se résume, disons, à la chose suivante. C'est l'affrontement permanent, les rapports entre syndicats patronat, syndicats collectivités, syndicats État. Alors, d'abord, vous allez pouvoir me dire, est-ce que c'est, je ne me suis pas trompé là-dessus, est-ce que c'est une vérité, n'est-ce pas? Et bien entendu, ces rapports aussi, il y a des conflits, des blocages, etc. Vous allez pouvoir aussi donner vos points de vue, de manière à ce que, je l'espère, que nous puissions au moins aboutir à quelque chose. Nous ne sommes pas toujours, je dirais, tenteurs de la vérité, mais au moins essayer de voir ce qu'il y a des bâtisseurs et des fossoyeurs dans ce pays-là. Je ne sais pas. Alors d'abord, le climat social. Comment qualifier, je dirais, ces rapports entre
Parce qu'il y a un acteur unique, Oui, oui. le syndicat, et le deuxième, il y a d'autres acteurs qui peuvent être soit l'État, Ah soit non, patronat, soit... Non, plus, il y a un acteur unique, disons, entre guillemets, Pas unique. le syndicat, mais il n'est pas si unique que ça, mais il y a de multiples récepteurs selon les impacts de l'action du syndicat. Alors, tu vous demandiez tout à l'heure, est-ce que c'est une réalité, est-ce que c'est une vérité? La situation sociale, c'est Parce que une moi, je fais réalité. l'expérience en termes de... La situation sociale actuellement, c'est une réalité. Maintenant, à quelle vérité ça correspond, ça c'est un autre problème qui mériterait d'être abordé aussi. Alors, cette réalité du climat social, on peut déjà l'interpeller. Climat social, agitation sociale, fait médiatique. Est-ce que n'est pas finalement le fait médiatique qui rend compte d'un climat social presque quelque part créé de toutes pièces? Parce que dans la réalité et dans la vérité des situations, le syndicat en France, c'est moins de 6% donc c'est peanuts. Il n'y a pas d'impact, il n'y a pas réellement de puissance en termes de traction. Dans la vérité des choses. Maintenant, c'est plus compliqué que ça, parce que c'est un jeu aussi. Vous aimez beaucoup utiliser ça. C'est un jeu, et c'est un jeu social. Le social est un jeu, c'est un jeu d'interaction. C'est un jeu à seul nul. C'est un jeu où il y a des gagnants, il y a des perdants. C'est un jeu où il y a des stratégies, il y a des tactiques. Et c'est un jeu qui est profondément perverti par, d'une part, la logique des acteurs, les enjeux politiques, les enjeux personnels, mais aussi, surtout, parce qu'il y a quelque chose. Là, c'est tout le problème actuellement, qui est tout à fait spécifique. C'est que c'est un enjeu dans lequel celui qui est apparemment je ne vais pas dire le meneur, mais le chef d'orchestre, donc le syndicat, n'est représentatif de rien du tout, alors que dans le fond, il pose un problème fondamental qui est celui de la représentation, de la représentativité des peuples, des malheureux, des pauvres, dans la grande, vaste redistribution du capital. Et ça, on en a déjà parlé plusieurs fois. Il est évident, si on prend l'exemple de Total, on peut prendre des exemples, il est évident que le patron s'est augmenté, et ça c'est une vérité vraie, hein, c'est pas une réalité. Le patron a augmenté son salaire de 52%, donc je suppose que le patron, c'est pas n'importe quoi. Les actionnaires ont bouffé 3 ou 4 milliards, je sais pas combien, etc. Et les travailleurs qui font la force de vivre, la force productive, n'ont rien du tout, ou en tout cas des peanuts, alors même que soi-disant, et ça c'est tout ce qu'on appelle le fait médiatique, la presse est, alors je ne sais pas dans quel côté elle est et quel type d'analyse elle fait, a beau jeu de dire que ce sont des salariés avantageux par rapport aux autres salariés, alors que le problème c'est pas ça. Le problème c'est qu'ils sont dans une structure qui gagne. Qui dit gagne, on gagne, soit tout le monde gagne, soit tout le monde perd. Parce que dans notre contrepartie, quand il y a régression, la régression tombe sur tout le monde. Donc il y a quelque chose qui est là tout à fait particulier et qui pose un problème qu'on a déjà posé plusieurs fois ici, le statut de la redistribution en France, quand on en a et quand on n'en a pas. Hein, et les inégalités qui sont devenues aujourd'hui insoutenables, alors d'une part au niveau global de la société française, mais d'autre part au niveau catégoriel, où les échelles de redistribution sont tout simplement abominables. Donc je crois que on est malade d'une forme de contrat social, d'une forme de débat social qui a historiquement existé dans un contexte donné, mais qui n'arrive pas à se régénérer dans un environnement moderne qui pose les problèmes différemment. Hein? Et le syndicat apparaît, hélas, hein, et Dieu seul sait si je les ai rencontrés, comme effectivement, je le dis avec des grands guillemets, des fossoyeurs de la logique médiatique, mais peut-être qu'ils ce sont aussi des gens qui portent l'alerte par rapport à quelque chose, des lanceurs d'alerte par rapport à quelque chose. Mais le problème reste, je vais m'arrêter là, le problème reste important, c'est comment instaurer un dialogue autour non pas d'une réalité des situations telles qu'on l'a décrit de manière photographique, mais au niveau des vérités, des engagements, des investissements qui sont en cours. Alors, Raphaël a bien insisté sur l'aspect que je retiens, c'est la redistribution, hein, elle est bien là. Il y a bien de points qui ont été évoqués, mais je me retourne directement vers René. René, justement, le climat social, affrontement, syndicat patronat, syndicat État, syndicat collectivité, mais tout ça, c'est beaucoup, hein, quand même. Oui, mais bon, c'est pas la tranquillité. Pas... Non, mais bon, en climat social, il a apaisé ou il a dégradé d'après les problèmes qu'il a posés dans la société là.
et qui basait justement les inégalités, la répartition des richesses, etc., etc. On peut penser que, si vous voulez, là, vous voyez des organisations syndicales qui posent un certain nombre de problèmes, qui ont posé sans faire pour analyse. En réalité, là, qui vivent et qui discuter en disant à secteur-là qu'ils ont représenté. Bon. Donc, en réalité, moteur d'ailleurs à l'évolution de la société, c'est justement les conflits et les résolutions de conflits. Hein. Bon, c'est les conflits, là où il y aura posé la résolution des conflits, qui parfois a créé des situations de tension beaucoup plus importantes sur le plan social. Bon, en général, le climat social là, il a dégradé, il aura les équilibres non plus à niveau là. Ça, c'est pour ça que c'est vrai. Quand je vous dis ça, c'est clair. Depuis la répartition des richesses, qui a une inéquitable et qui a posé un problème social à dans sur les secteurs là, le problème là, automatiquement, on est en situation de conflit. Et situation de conflit là, ça, si il pas résoudre par un véritable dialogue, un véritable débat pour rouvrir le système de répartition des richesses là, eh bien, il va mettre en situation de blocage et il va entraîner des situations de blocage. Les situations de blocage qui ont touché l'entreprise là, il y a des incidences dans le reste de la société là. Et c'est là où les médias, parfois, quand ils interviennent, ils n'ont pas qu'à garder font à conflit là, les problèmes et les méthodes qui posent pour les résoudre. Ils n'ont qu'à garder simplement résultat là et ça a créé qu'on gêne. Pas ni pour un mouvement social qui va créer un gêne quelque part, mais effectivement, des mouvements sociaux qui ont créé plus gêne qui d'autres. Alors, ces problèmes à essence, quand toute société est basée sur l'utilisation à voiture, à essence, ça va créer plus gêne. Donc, si vous voulez, il faut bien nous garder les butins en face. Est-ce que ça veut dire que les organisations syndicales, c'est des fossoyeurs? Non, ils posent un problème réel. Oui, oui. Encore il a très bien expliqué ça tout à l'heure. Les problèmes à pétrole là en particulier, à Aquitaine. Hein. Effectivement, monsieur a augmenté les salaires de 50%. Ils ont fait 15 milliards de bénéfices en long trimestre. Les actionnaires touché des dividendes extraordinaires, etc., etc. Et c'est mon qui a travaillé en disant là, tout ça, qui a dit, oh, ils ont réparti entre eux autres et nous. Quand nous sommes là, nous ne sommes rien. Et ils ont posé problème là. Surtout qu'en même temps, ils sont confrontés à une situation en pays à France, c'est que les prix ont augmenté. L'inflation, les prix et tout ça, là, ils ont dit, oh, et nous pas 4% d'augmentation de dernier, puis c'est tout. Voilà. Bon, donc, si vous voulez, c'est ces problèmes-là, ça, ces inégalités-là, ça qui a créé. Bon, dans le monde enseignant, sont d'autres types de problèmes. C'est un problème de fond. Moi, à la conception syndicale, à syndicat quand nous défendons et pour les que nous connaissons, c'était l'enfant qui était au centre du système scolaire. L'enfant était au centre du système. Nous avons mené des mouvements, mais il faut que ces mouvements-là, quand même, t'es proportionné par rapport, même si c'est parfois tu as mené les mouvements de blocage, hein, mais en même temps, il faut ça t'es proportionné parce que nous savons que l'intérêt à Timouna t'es une primordial là-dedans. Et les problèmes que nous avons posés, c'était des problèmes qui étaient liés fondamentalement à transformation pédagogique dans les contenus et à l'école là, de telle façon à faire en sorte que l'école là beaucoup plus au service à Timouna et à développement et en même temps permettre qu'il y ait des conditions de travail. Mais objectif principal, nous, à partir des problèmes de salaire. Actuellement, quand on parle des problèmes de salaire et tout ça, ça certainement valable en France en particulier. Là, il n'y a pas touché 40%. En Guadeloupe, c'est d'autres types de problèmes qui sont posés. Pas nécessairement, c'est là. Donc, si vous voulez, tout ça, après ça, c'est des problèmes de conception syndicale. Mais en syndicat, pas en fossoyeur, au contraire. Sont lanceurs d'alerte, pas de lanceurs d'alerte, mais en même temps, ils défendent des catégories sociales. Oui. Alors, on a bien entendu René. Moi, j'ai envie de poser la question, peut-être à Nico, qui va peut-être répondre, ou du moins qui va assurer son développement à sa manière. Les considérations idéologiques. Est-ce que, selon toi, le facteur idéologique qui, sur le terrain de l'affrontement, qui s'invite sur le terrain de l'affrontement n'est pas, je dirais, un élément qui bloque très souvent des avancées et qui fait que les affrontements perdurent et que le climat social aussi se détériore. Le facteur idéologique
la division entre la façon de voir le territoire, n'est-ce pas, l'avenir, syndicat, patronat, syndicat, État, syndicat, collectivité. Est-ce que là, il n'y a pas cet élément-là qui pèse beaucoup, surtout dans notre Guadeloupe? Alors, Nico, on écoute aussi là-dessus. Alors, Jean, si j'ai compris, un syndicat, ce n'est qu'un syndicat d'ouvriers? Non. Ce n'est que le GTG? Non. Il y a des syndicats de patrons. Il y a des syndicats de patrons. Voilà, moi c'est dommage, je n'étais pas venu parler d'eux, mais j'ai envie de parler d'eux pour commencer. Lorsque les patrons sont organisés en syndicats pour défendre leurs intérêts et qu'ils le font avec leur logique, leurs moyens, leur réseau, leur conception, ils le font, voilà, on ne crie pas à l'idéologie. Bon, c'est des rapports de force. Et bon, alors, je vais parler de ça, mais lorsque en mai 67, le pays est à feu et à sang pour une grève qui est déclenchée et que le patronat refuse, qu'on dit Bougla, de donner 2 sous, et que le pays est renversé à cause de ça, la responsabilité des morts qui en sont résultés, c'est qui est responsable? Qui était le fossoyeur au sens littéral de cela, hein? Première question. Deuxième question, lorsque en 2009, le LKP signe un accord qui signifie la paix et que finalement il se fait rouler dans la farine comme le lapin Zamba, et que finalement il tente de réagir, qui est responsable? Qui est responsable? Voilà. Donc, c'est des combats qui se mènent. Chacun défend ses intérêts. Certains sont plus habiles que d'autres apprennent. Donc, c'est la première chose que je veux dire. Donc, je veux dire que c'est normal. Raphaël a raison de dire qu'autour de la valeur ajoutée, bon, on se bat pour sa distribution. Bon. Peut-être aussi qu'en Guadeloupe, il y a quelque chose de particulier là-dedans. Ça, je suis d'accord avec ça. Hein. Bon, je dis souvent que le Guadeloupéen, il faut se méfier de lui, il dit de lui, il paraît couler en bateau pour un matelot, il préférait perdre au foulé pain pour un pain. Cet aspect un peu jusqu'au boutiste qui n'a pas sa place dans la négociation peut mettre tout en l'air. Ça c'est clair. Et donc, sous ce terrain-là, il y a à progresser. Il y a de la maturité à acquérir, il y a l'efficacité qui doit l'emporter sur la démesure. Hein. L'hubris n'est pas la règle dans une négociation, et c'est ça notre problème. Et nous venons de loin, c'est clair, nous travaillons et nous arrivons. Ça, c'est clair. Bon. Par contre, je remets dire une chose rapidement, que je cède la parole. La question syndicale en Guadeloupe, elle est différente, ce me semble, d'ailleurs. Bon. Ceci dit, un gars sur le Facebook m'a dit, mais Nico, arrêtez de parler des Guadeloupéens, c'est des gens particuliers, vous êtes ethnocentriques et tout ça. Donc, on va faire attention quand même. Bon. Mais en tout cas, moi, je connais quelqu'un qui s'appelle Jean Légitimus. Lorsque Légitimus, après l'abolition, rentre en politique, il rentre en politique sous 3 aspects. Le syndicalisme, la politique au sens strict du terme, et puis les coopératives et les mutuelles. Autrement dit, la Guadeloupe est héritière d'une pratique syndicale qui englobe et qui dépasse la simple revendication. Et pour nous, Guadeloupéens, c'est une deuxième émancipation. Le syndicalisme, la coopération, la mutualité et la politique. C'est une deuxième émancipation. Donc, ce n'est pas pareil chez nous qu'ailleurs. Et c'est pour ça que des fois, il y a des débordements, il y a de la confusion. Bon, ça veut pas dire que c'est normal. Hein. Il faut travailler cette question-là. Bon. Et puis, dernière chose, il y a souvent beaucoup d'incompétence. Parce que souvent, l'incompétence du patron, des fois, règle des problèmes. Le gars ne connaît pas les lois syndicales, il a une entreprise à ses tailles, donc il a dit qu'à ses cabines de chercher des problèmes à casa moins.
Or, l'entreprise n'est pas, à mon sens, qu'un lieu de production de biens et de services. C'est malheureusement pour certains patrons un lieu d'accomplissement, un lieu d'expression, un lieu où les gens passent leur temps, patrons et ouvriers. Donc, il y a une responsabilité sociale dans ces affaires-là, ça, et chacun doit progresser. Le patronat doit progresser dans le sens où l'entreprise a pataillot. Hein? Là, ils sont des capitalistes qui ont investi, mais ils ont une responsabilité devant la société. Et là, je le dis avant M. Ramaille, les ouvriers doivent comprendre aussi que nous ne sommes pas là pour faire semblant, nous ne sommes pas là pour chercher un salaire et pas un emploi, hein, nous sommes là pour travailler à l'accomplissement de l'intérêt gagnant-gagnant. Voilà. Donc, pour ne pas parler trop, voici ce que je voulais dire un peu dans un désordre guadeloupéen sur cette question-là. Alors, on l'a bien noté, Nico, tu as bien souligné, il y a une différence conceptuelle, idéologique, même autour de la question du travail, n'est-ce pas, de l'entreprise. Et c'est un terrain, c'est un élément, en tout cas, qui pourrait, si j'ai bien compris, expliquer ces divergences et aussi cet affrontement que nous qualifions de permanent. Alors, on me fait signe qu'il y a une page de publicité. Je rappelle aux téléspectateurs que nous sommes dans la première partie de notre émission. Le titre, Syndicalisme en Guadeloupe, bâtisseur ou fossoyeur. Page de publicité et nous revenions pour suivre ce thème-là. Alors, monsieur Ramaille, on est bien à vous là maintenant. Vous allez nous dire comment vous ressentez ce climat social. On a parlé de bocage des écoles, des mairies, de collectivités, des hôpitaux, de ce que j'ai appelé culture des huiles usées, n'est-ce pas, des huiles de vidange qui émergent un peu dans notre territoire. Alors, monsieur Ramaille, qu'est-ce qu'il y a à dire du développement de toutes les personnes qui ont précédé votre vision de la question? Alors, le syndicalisme, c'est prévu dans la Constitution. Donc en France, c'est normal. C'est une loi qu'il y ait des représentations du personnel, patronal aussi, et pour faire avancer la société. Cependant, quand on regarde, Raphaël l'a dit, et Nico, je suis en partie d'accord avec Nico et Raphaël. Bon, il n'y a rien à ajouter ni à retrancher. Hein. C'est excellent. Donc, je disais donc, quand on regarde le tissu économique, social, culturel de la France et par conséquent de la Guadeloupe, on voit bien qu'il y a souvent des déséquilibres. Et quand même au niveau des syndicats, souvent en Guadeloupe et même dans l'Hexagone, on met en cause la légitimité des élus. Parce que les élus, souvent, arrivent au pouvoir avec... à petite porte. Oui, effectivement, avec un pourcentage de votants qui n'est pas très, très élevé. Mais que dirait-on pour les syndicats? Et Raphaël l'a très bien souligné, mais c'est du pareil au même. Les syndicats sont encore plus mal représentés, proportionnellement parlant, par rapport au nombre de salariés de la maison, enfin de l'entreprise. Souvent, c'est un groupuscule qui va discuter. Il faut une représentation, comme pour les élus, il faut une représentation syndicale. Et bien, ce sont ceux-là qui, malgré leur petit nombre, représentant un petit nombre, doivent discuter avec le patronat. J'ai remarqué, par exemple, pour Total, on a parlé de Total Énergie, bon, qui fait effectivement énormément d'argent gagné par l'entreprise, par les actionnaires, par les dirigeants, mais les salariés, soit dit en passant, bon, selon la moyenne, ils avaient aux alentours de 5 000 euros par salarié en net, avec les primes, bon, c'est pas une raison pour ne pas revendiquer leur part. C'est pas une raison pour ne pas revendiquer leur part. Mais j'ai remarqué, dans le conflit qui est toujours en cours, même si c'est en train d'être régularisé dans l'Hexagone, j'ai pas vu de feu, j'ai pas vu de détérioration d'entreprise, j'ai pas vu de menaces. L'outil de production.
pas plus l'outil de production Production et que dans la société civile de tous les jours. Je n'ai pas vu de casse. Il y a une action syndicale qui a été menée, je dirais, proprement. Et je trouve que c'est quelque chose de correctement mené de la part de ces gens-là. Et c'est ce qu'on ne retrouve pas ici. Ici, tout de suite, des fois même avant de négocier, il y a déjà un blocage en cours pour mettre la pression. On a déjà dérangé toute la société civile en Guadeloupe, avec le feu, avec détérioration, avec magasins, entreprises brûlées. C'est pas comme ça. On est en train de nous détruire nous-mêmes. Et Nicolas a dit dans son exposé, et là je suis tout à fait d'accord avec lui, il faut revoir l'action syndicale en Guadeloupe qui a tendance d'être différente que l'action syndicale classique de par le monde. Il faut revoir cette manière de faire. Et on voit bien que dans cette situation, où il y a du syndicalisme qui est mené à des revendications sociales, combiné avec des revendications politiques et avec une orientation idéologique, on voit bien que lorsque on passe devant les urnes, par rapport au nombre de personnes qui circulent dans les rues, dans les urnes, c'est pas traduit. Donc la population n'adhère pas. Et c'est pas la première fois que je le dis ici. Il faut trouver une autre méthode d'action, une autre manière de faire pour faire adhérer. Soit on est syndicat, soit on est parti politique. Mais on ne peut pas mélanger les deux. On ne peut pas casser, brûler, déranger la société. Par exemple, ceux qui vont dialyser, ceux qui vont prendre l'avion, ceux qui veulent travailler. Et même dans une entreprise. Dans une entreprise où il y a des grévistes et des non-grévistes. Il y a le droit de grève, c'est un droit. Mais là, le droit de non-grève aussi, c'est un droit. Donc, il faut aussi respecter. On n'est pas là pour poutiner. Il faut respecter aussi celui qui veut aller travailler. Demain, celui qui veut se faire vacciner par rapport à celui qui ne veut pas se faire vacciner. Il y a un respect. Et respecter la vie de l'autre. C'est ça, la démocratie. Donc, voilà un petit peu comment je vois la société. Mais ce n'est pas dramatique. Hein. C'est un droit, mais je pense que les gens sont suffisamment intelligents en Guadeloupe. Nous ne sommes pas plus couillons que les autres pour arriver à mener des actions de manière plus correcte que ce qu'on a connu. Des détériorations, et de toute façon, on va brûler, on va casser, blanc, réparer. Voilà, c'est un peu Alors, dans le langage de tous les jours, voilà un peu ce qu'on attend. Alors, Raphaël Spionel, il y aurait une fracture même sur la manière de mener la lutte, peut-être. Alors, oui, elle est à l'origine, la fracture, et je reviens sur ce que disait, par rapport au concept même de conflit. Elle est à l'origine, elle est pendant, elle est peut-être violente, cette fracture, et elle est aussi à la fin, de la récupération. S'il y a bien récupération, il faut bien en sortir. Je reviens sur les choses alors, généralement, il faut 50 ans après quelque chose pour que les documents apparaissent au public. C'est ce que les documents d'Algérie sont en train de sortir maintenant. Bon, en tout cas, moi, je voudrais parler autour de 2009. Alors, j'ai commencé à m'intéresser profondément au conflit des années 2000. Il n'y avait personne à l'époque. Et bon, on a resté une dizaine d'années dessus. Et on avait fait un travail commandé par des gens bien précis, et bien sûr par les syndicats, aux alentours des années 2009 et du conflit. Alors, au-delà du conflit. Et ce qui nous était apparu et qui était important, c'est l'instrumentalisation du conflit. Bah oui. Alors, aussi bien par les syndicats, ça paraît évident, hein, pour une espèce de... Alors, je vais appeler ça comme ça, bon, René, excuse-moi, une espèce de force de nuisance pour créer un rapport de force, pour changer quelque chose qui ramène à rien du tout. Mais instrumentalisation aussi par les patrons, et là, j'en parlerai un peu plus, même s'il faut attendre 50 ans pour que les choses soient dévoilées. Parce qu'il y a un véritable machiavélisme autour du conflit, qui est le machiavélisme du développement non maîtrisé, le développement hirsute, n'importe comment. Alors, ce qu'il faut savoir au départ, c'est le conflit, c'est la vie. Le conflit, c'est la vie. Une lutte permanente. Ça veut dire que, non seulement, c'est quoi la situation de non-conflit? Il y a deux situations de non-conflit. La première, c'est quand vous êtes mort. Et la deuxième, c'est quand vous êtes comme nous, vous avez atteint la béatitude, vous planez au-dessus de l'éther, et là, vous êtes peinard, il n'y a pas de problème. Zéro besoin, zéro tension. Entre les deux, c'est conflit. Et pas entre des ressources, des besoins, des tensions, des ceci. Donc, le conflit, c'est la vie. Et en matière sociale, la seule sortie, enfin, seule sociale et culturelle, la seule sortie possible, et c'est ce que Nico et Raymond disaient du conflit, c'est le débat. Le débat comme régulateur de la vie sociale, le débat
comme fondamentalement la base de la démocratie collective, l'ensemble, et le débat comme aussi élément de justice sociale. Si on n'est pas là-dedans, dans une volonté forte, ben on est dans quelque chose, où là j'arrive dans ce que tu disais, les fractures, où d'un côté, il y a la dimension syndicale, je parle de la Guadeloupe, on n'arrive plus sur la Guadeloupe, où effectivement le conflit fait mal, mais il fait mal en bas. Il est clair qu'à un certain niveau des couches guadeloupéennes sociales, sociétales, financières, une semaine, 2 semaines, 15 jours, 3 semaines de conflit, ça fait rien du tout. On attend que ça passe. C'est un peu comme le Covid, vous habitez à la campagne tranquillement, c'est pas du tout la même chose que quand vous habitez Grand Camp. Maintenant, au niveau patronat, et c'est ce qu'on a vu et qu'on avait mis en exergue dans les années 2009, le conflit, c'est quoi? Ben c'est une aubaine. C'est une aubaine. Ça veut dire que les plus faibles vont couler, et moi, plus fort, je vais manger les autres. Et je vais renforcer mon capitalisme, je vais renforcer mes logiques de survie en m'octroyant des parts, des petites personnes qui grappillaient dans ma zone de chalandise, qui essaient d'exister, mais qui ne vont pas tenir après 15 jours, 3 semaines de conflit, parce qu'ils n'ont pas les banques qui les suivent, parce qu'ils n'ont pas de trésorerie, parce que le personnel ne marche pas, etc. Pendant ce temps-là, en 2009, qu'est-ce qu'on a constaté? Une grande surface qui était en principe limitée dans son extension s'est multipliée pratiquement par 2 avec les accords, y compris de certains indépendantistes qui étaient maires et qui étaient à droite et à gauche. Première chose. Deuxième chose, qu'est-ce qu'on a constaté? C'est qu'il y avait des gens qui partent, des ouvriers qui partaient en grève la journée, et qui le soir allaient travailler, et l'entreprise tournait. Et troisième chose, bien sûr, c'est qu'il y a eu des rachats, il y a eu des redistributions dans le patrimoine, toujours vers le haut, aspiration vers le haut. Donc, quand on voit un petit peu ça, on a un petit peu de recul par rapport à l'instrumentalisation et au conflit. Certes, il y a une dimension émotionnelle, pulsionnelle, régulatrice et tout, mais si c'est pas maîtrisé par une volonté politique quelque part, à la fin des fins, hein, c'est comme dirait, c'est toujours l'Allemagne qui gagne, quoi. Je peux ajouter quelque chose sur la même lancée que Raphaël. Effectivement, hein, lorsqu'il y a des conflits, il y a des blocages qui durent. Et si on prend le cas de 2009, effectivement, il y a beaucoup de petites entreprises qui ont disparu. Oui. Il y a des salariés qui disent jamais je ne recommencerai. Mais il y a aussi le fait que souvent on disait, eh ben, nous avons acheté à des stylos là, nous avons fait Guadeloupe vendre, et alors tout le monde est content. Mythologie. Et moi aussi. Nous avons fait stylos vendre, acheter Kia Cochon, acheter du riz, acheter l'huile, acheter manger. Plus les locaux, la production locale qui à ce moment-là connaît quand même quelque chose d'intéressant pour eux, pour écouler leurs marchandises. Mais ces marchandises, cette marchandise qu'on va prendre dans les petits loulous, ça vient d'où? Bernard, Oui, Ça vient d'où? Eh C'est là qu'on se trompe. Et c'est là que je dis souvent, j'ai comme l'impression que ces gens qui, permettez-moi l'expression, qui foutent le bordel, mais c'est pour précisément aller dans le sens de ce qu'ils combattent. Quand on brûle des voitures, on casse les lampadaires, on bousille le bitume, c'est Guadeloupe qui a fait ça. C'est ça que je ne comprends pas. Je n'arrive pas à comprendre l'effet contraire dans le résultat lorsqu'on fait le bilan après. Qu'est-ce qu'on a gagné? Et c'est là que je dis il faut changer cette méthode. Il faut trouver une autre solution. Ces gens-là ne roulent pas pour la Guadeloupe. J'ai l'impression qu'ils roulent pour précisément ce qu'ils disent qu'ils combattent. Alors, et puis, d'autre part, et je termine dessus, quand on parle de syndicats de patrons qui font des manifestations pour obtenir des gains qu'ils ont connus ça en Guadeloupe, blocage aussi par les patrons. La rue, en général, ça ne paye pas. Je ne dis pas que ça ne paye jamais, mais en général, très souvent, ça ne paye pas. On a vu que, par exemple, ces mêmes personnes sont allées pour les élections à la CCI, ils ont été en déroute. Ces mêmes personnes qui battent le pavé pour revendiquer, pour brûler les entreprises, pour faire toutes sortes d'atrocités aux autres Guadeloupéens qui veulent travailler, qui vont emmener leurs enfants à la crèche. Eh bien, ces gens-là, quand on fait le bilan, et sur le plan électoral, on voit qu'ils ne sont plus là. Pour moi, la rue ne paye pas. Alors, on constate bien qu'il y a une violence sur le terrain, partout, à travers les terrains d'affrontement, sur le terrain d'affrontement. Alors, j'ai envie de poser la question un peu à René,
poser cette question-là au niveau. Bon, d'abord, est-ce que, selon vous, il y a bon comme ça? Oui, Est-ce qu'il y a des violences, d'abord? Est-ce qu'il faut nous penser d'abord aussi à bâtir le pays, là? Ça, c'est une question qui doit être, qui, à mon sens, est une question noble, la construction du pays. C'est ça? Alors, comment faire pour aller? Parce que la finalité, c'est ça, hein? On est en train de faire des petits trucs selon moi. Mais est-ce que pour réussir la Guadeloupe, pour bâtir la Guadeloupe, on ne doit pas se focaliser sur un certain nombre d'objectifs et quoi dire de la violence pour atteindre ces objectifs-là? Alors, est-ce que faut-il être violent ou pas? Oui, non, il ne faut pas nous nommer mémoire courte. Et là, on va parler de ces bitens-là, ça. Il ne faut pas nous occulter certaines choses et mettre d'autres en avant. En cas signaler que c'est bien le patronat et le gros patronat de la banane, en particulier, qui envahit l'aéroport, bloqué l'aéroport, et bloqué toute la Guadeloupe, pour propre intérêt particulier à les propriétaires fonciers de la banane et tout ça, et qui tiraient les profits immenses de ça. Donc, les méthodes généralement liées à quoi on va chercher. Dans ces bidons ça, et il ne faut pas dire que c'est les syndicats qui ont bloqué et que c'est là. Dernièrement aussi, ou bien ouais, ça au niveau le bâtiment, etc. Et à un certain nombre de entrepreneurs et tout ça qui bloquaient tout un certain nombre d'habitants. Qui pas des organisations syndicales à travailler. C'est pour ça qu'on a dit attention. Et le problème là que Yo a posé, c'est justement en absence de dialogue avec l'État qui mène à faire ça. Bon, donc Akatien a dit ça au départ. Deuxièmement, en deuxième bitin qu'on a dit, c'est que le syndicalisme tel qu'en particulier dans les années 70, nous pratiquions permettent, c'était essentiellement un niveau ouvrier agricole et un niveau paysan. Et à dedans, il y a des grèves, des blocages aussi, pas pour ni brûler. Mais il y a des blocages, il y a des certain nombre d'habitants. Parce qu'on a signalé, c'est pour garder qu'à bloquer pour faire des raffineries en France. Les gens qui veulent travailler, ils ne peuvent pas rentrer travail. C'est bloqué, ils peuvent bloquer. Bon. Donc, si vous voulez, le combat là qui mène à l'époque là, ça permet qu'il il permet premièrement, sur le plan social, faire évoluer considérablement la situation à les ouvriers agricoles. Parce que les ouvriers agricoles étaient payés à un moment là, ça, au SMAG, salaire au minimum agricole qui était en bas le SMIC. Oui. Et ça aboutit justement à ce que les ouvriers agricoles trouvaient journée de travail au payé au SMIC exactement comme les ouvriers industriels de base. Donc, ça permet, sous le plan social, de faire avancer de manière extraordinaire, toute période là, ça, période 70, etc. En ce qui concerne les questions à les paysans à présent, ça permet d'aboutir à quoi? À faire disparaître ça qui a créé le colonat partiaire. Et le colonat partiaire, à un moment là, ça, c'est une méthode d'exploitation à les paysans à la terre qui était une méthode féodale. Issue de la période d'esclavage, une méthode féodale. Il ne faut pas oublier que tout paysan à la période là, ça a quitté, en particulier en Cannes, dans le colonat partiaire. Case là, il a été arrêté, c'est les 4 coches qui ont été liées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ni droit de déposer une case en les sols là. D'ailleurs, à l'époque, il y a des cases avec charrette à bœuf, etc. Ça permet de faire évoluer considérablement la situation. C'est-à-dire que les colonats partiaires disparaissent au profit de notre méthode de travail, qui c'est à travers les GFA et tout ça, l'embouteillage. Et troisième question qui vient résoudre en partie, c'est que les terres qui étaient à 90% aux mains des propriétaires fonciers et des usines, retrouvées en main à la collectivité guadeloupéenne, à travers le département qui achetait tous ces bidets à ça, et qui rétribuait en forme de GFA, de telle manière que pas ni on achat à terre agricole là pour être dilapidé par la suite, mais c'est une méthode de travail qui est différente. À partir de ce moment-là, ça, les surfaces aussi viennent. Des surfaces qui permettent ces paysans-là de retrouver une surface qui permettent d'améliorer la situation. Et ça crée une classe paysanne qui a un rôle essentiel de nourrir la population là.
Alors, à présent, nous pouvons discuter les méthodes, les moyens qu'ils mettent en place, quels les encadrements et tout ça, Et le bilan? qui fait qu'il n'est pas véritablement Et le bilan, réussi le bilan. à... Et que nous ne parlons pas aujourd'hui là de souveraineté alimentaire, qui est nécessaire de construire des habitants. D'accord. Mais ils permettent de faire évoluer la société là, complètement à niveau là. Et c'était le syndicalisme. On ne peut pas empêcher le syndicalisme ouvrier paysan, on ne peut pas empêcher un syndicalisme d'avoir une vision de la société là. Tout syndicat et tout syndicalisme ont une vision à la société là. Les patronats ont une vision à la société là. Oui. Son vision capitaliste, libérale, etc. On ne peut pas empêcher, les syndicats aussi, ils ont une vision à la société à eux et à venir à payer à eux pour demain. D'ailleurs, c'est normal qu'il y ait un niveau à l'éducation, nous avons une vision à ça, ça y est, qui l'école pour la Guadeloupe de demain, tout ça, à ça. Donc, en cas quoi, c'est extrêmement important. Et pour parler de 2009, d'accord, hein, les problèmes ensuite, instrumentalisation du conflit, etc., aussi bien de l'avoir, pas de problème côté. Mais pour parler de 2009, en cas de dernier tibitin, c'est que les marchés locaux, c'est là qu'ils paraissent en 2009. Et ils paraissent pour répondre à un besoin à la population, là, parce qu'ils ont dit que bloquer tout côté, les marchés locaux étaient organisés par les paysans, par les pêcheurs, etc. Et ça permet par la suite de développer tous les marchés locaux que nous connaissons à l'heure actuelle. De même que, si vous voulez, quelques problèmes à les petits lolos, à pas tant un problème à la marchandise. Oui. C'est un problème à défendre en forme de revenu, en forme de commerce de proximité par rapport à les grosses surfaces, etc., qui, en fait, t'es qu'à capter toute l'argent là qui était en peuple là, et que les petits commerces, ils ont qu'à couler. Donc, si vous voulez, ça a un aspect social aussi à dire. C'est pour ça qu'il faut nous faire très, très attention à ne pas diaboliser un certain nombre d'habitants. D'accord? Oui. Alors, je viendrai tout de suite à Nico, parce que... Oui, Nico, on va être d'accord. Nico. Pardon. René, il ne faut pas diaboliser, d'accord, mais il ne faut pas évangéliser. Il ne faut pas... Non, il ne s'agit pas Pas d'évangéliser. évangéliser. Oui. Enjoliver, Enjoliver. non plus les choses. Tu parles de syndicat et vision. C'est grave, c'est important, c'est tout un problème. Est-ce qu'un syndicat, c'est quoi le rôle des syndicats? C'est la défense, c'est l'illustration des travailleurs. C'est pas d'avoir une vision. La vision, c'est le parti politique. Or, le propre de la Guadeloupe, c'est de faire une confusion entre syndicalisme et idéologie. Non, mais- C'est pour ça que les travailleurs sont toujours couillonnés. Parce que, effectivement, tu vas les amener sur un territoire de vision, de projection, là où c'est le travail des politiques, qui existent ou qui n'existent pas, ils vont s'emballer dedans, alors que la réalité, elle est pragmatique. Et ils se font avoir. Je peux t'en parler à longueur du temps. Mais Sur le problème du commerce, et je reviens à ce que disait Raymond, parce que c'était fondamental. Le petit commerce de proximité, les jardins, les compagnies, pourquoi ça n'a pas tenu? Parce qu'il n'y avait pas de production. Et qui payait la production? J'ai connu des petits commerçants qui allaient chez Ayotte acheter des choses pour les revendre pour les petites de proximité. Qu'est-ce qu'on raconte? Il faut arrêter de se raconter des histoires. Il y a un problème de vision à court terme, il y a un problème d'organisation sociale de la production des pays, ce qui demande un engagement à long terme. Mais quand la violence, et je vais arrêter, excuse-moi, mais quand la violence devient la seule modalité relationnelle, ben, il n'y a plus d'organisation pensée, il n'y a plus d'organisation réfléchie, et chaque monde qui a débrouillé, qui a fait sa épée. Et donc, dans le système, hein, le bordel sert toujours le plus riche. Ça se voit. Oui. Alors, Oui, mais non, je ne Ça va savais- dire rien. Oui, non, mais On a je n'ai- Nico en- qui- en pas, j'ai parlé de problème de violence. Hein. oui. Non, Mais- non, mais- On parlait d'un problème de l'action. L'action, syndicale. l'action. Et là, on va problème parler de vision. Oui. Il faut que les travailleurs aient une vision à place à eux, Place à à eux. dans société-là. C'est Société. ça qu'on parle. Oui, On alors- ne va pas parler de transformation politique. Oui, oui. C'est voilà les organisations politiques. Si une organisation syndicale trompe et comprend que c'est qu'elle transformer Ah, la d'accord. situation Oui, politique d'accord. et qu'il faut y en dedans. Oui, À pas qu'elle transformer la situation politique. Mais par contre, les travailleurs qui défense intérêt les travailleurs, c'est qui bien, c'est défense intérêt matériel et moraux. Oui, Et c'est intérêt moraux, ça veut dire place à eux à notre société-là et contribution à eux à développement de la société-là. Alors, Ça, on est d'accord, oui, on est c'est d'accord, bon. on est Alors, d'accord. Nico, on va venir comme Nico, on va après. Mais dis-moi. Il faut qu'on aille aussi à l'autre thème, à l'autre partie de l'émission. Alors, Nico, alors on dit que pas seulement les syndicats qui bloquent, il y a enfin les syndicats, le patronat, pas les syndicats d'ouvriers, mais aussi le patronat bloque. On entend aussi dire, certains patrons s'expriment comme cela, nous bloquons, nous patrons, disent-ils, c'est parce que nous voulons défendre l'outil de production, parce qu'il faut créer du travail. On nous dit qu'il y a du chômage,
nous voulons créer du travail pour embaucher du monde et nous bloquons parce que, les conditions de développement, de création d'emplois ne sont pas réunies. Il faut donc faire entendre la vérité à l'État ou encore aux collectivités. Alors, qu'en penses-tu de ça, Nico? Il se trompe, ces patrons? Moi, je pense que la Guadeloupe, notre pays, nos patrons, nos ouvriers, sur notre terre, nous avons à progresser. Bon, nous avons à progresser collectivement. Avec quel objectif, tu me diras, je t'en prie? On doit progresser parce que c'est dans l'intérêt du pays. L'intérêt du pays. Avoir des patrons intelligents, c'est dans l'intérêt de la Guadeloupe. Avoir des syndicats intelligents, c'est dans l'intérêt du pays. Très bien. Parce que la négociation qui est nécessaire, qui est incontournable, elle doit être bien menée dans l'intérêt bien compris de tous. C'est ça la question. Bon, quand tu vois l'exemple des Allemands, par exemple, les Allemands ont réglé la question. C'est pas ma préférence, mais ils ont établi la collaboration de classe. Bon, en France, par exemple, c'est une autre stratégie. Tu as les syndicats d'un côté et tu as les politiques de l'autre. Pourquoi la Guadeloupe n'arrive pas à séparer clairement le syndicalisme et le politique? D'abord, il y a l'histoire. Chaîne de responsabilité. Il y a l'histoire, attention, parce que c'est pour nous, Guadeloupéens, c'est une deuxième émancipation. Mais en France, c'est séparé. Mais pourquoi? Parce que le pays ne produit pas de leader politique digne de ce nom. Il y aurait un Élie Domota élu en Guadeloupe. Il y aurait un Élie Domota patron d'entreprise d'intérêt collectif en Guadeloupe. Les choses seraient différentes. Donc ça veut dire que la faiblesse ou le vide qui existe fait que tout le monde fait tout, et comme dit Raphaël, on est dans la confusion et dans le désordre qui profite, et là cette parole, Raphaël, je retiens cette parole-là, on peut répéter de l'autre côté, hein. Le désordre profite au plus fort, au plus riche. Oui. Bon, ça c'est une grande chose. Donc, la Guadeloupe a besoin de progresser. Alors, et il faut qu'elle progresse. Il faut qu'elle progresse. Et c'est ça, le problème, c'est celui-là. Et notre émission, elle est valable autant pour le GTG, parce que j'ai dit du mal du patronat, mais je peux aussi parler du GTG. C'est plutôt mon camp, celui-là. Mais ça ne m'empêche pas d'être lucide. Hein? Je pense que le syndicat doit progresser d'abord dans le recrutement de ses membres. On ne peut pas imaginer qu'on fera la Guadeloupe, comme dit Raphaël Spironel, qu'avec des couillons. Hein? On ne peut pas imaginer non plus qu'on est à la solde du réactif, du plus, comment dire, du plus nerveux, du plus court-termiste, et qu'il n'y ait pas de vision dans l'action. Et je pense qu'un syndicat, par exemple, qui attaque la question des vaccinés et des non-vaccinés, par exemple, je prends l'exemple très précis. Avant de rentrer là-dedans, comme on rentre là-dedans, il faut s'assurer d'un niveau de précaution. Hein? Je dis souvent que le syndicat IG Metall en Allemagne, il a en réserve 1 an de salaire pour ses membres. Voici une réponse. Et là, nous rentrons dans ça parce qu'ils savent qu'on ne rentre pas pour faire les gens perdus qui, au bout de 15 jours, sont désarmés. Gouverner, c'est prévoir. Mais ce qui n'est pas négociable, c'est que la Guadeloupe a besoin de gens pour défendre les intérêts du plus grand nombre. La Guadeloupe a besoin, intercoloniale, d'une action force pour décoloniser ce pays, et pour que, ça va déplaire, mais pour que ce pays n'appartienne pas à ceux dont les parents ont vendu et importé des esclaves. Ce pays doit changer. C'est pas normal. Alors qu'on s'y prenne mal, je veux bien. Mais la Guadeloupe ne sera pas un pays digne de ce nom si les forces d'inertie de l'esclavage sont encore celles qui sont au pouvoir. Et c'est ça, il faut changer ça. Alors, il faut le faire avec intelligence, il faut le faire avec pouvoir de négociation, avec dialogue, avec montée de la culture, avec responsabilité.
sans la démagogie, sans le court-termisme, mais ce pays-là doit changer. Et il faut qu'il change. C'est l'analyse de Nico, nous avons entendu. Alors nous allons bien entendu évoluer, avancer dans cette émission, mais avant de quitter cette première partie, Nico a évoqué la question fait allusion au personnel suspendu. Alors j'ai envie de poser la question, est-ce que la reconversion dont parle l'État n'est pas une opportunité justement pour que nous ayons pour que l'argent les sommes qui seront allouées constituera donc ces sommes constitueront une cagnotte et que peut-être on aura des chefs d'entreprise comme Doumouta, comme Clavier, avec cet argent et comme ça. Alors Nico, je te demande, qu'est-ce que tu penses? Parce que l'objectif c'est de créer du travail, dans la reconversion. Jean, mon grand frère. Je termine là-dessus. D'accord. La question de la reconversion qui va permettre d'injecter de l'argent sur le territoire, puisque l'État va donner, entre guillemets, du magot, qui sera mis en commun par les personnels actuellement victimes, et qu'on aura des chefs d'entreprise qui vont créer leur activité et qui vont accompagner le développement économique de la Guadeloupe. Parce qu'on parlait de petites entreprises. Ils peuvent créer des petites entreprises, n'est-ce pas? Moi, j'ai une idée, Nico. Hein. Je pense, peut-être, je ne sais pas ce que tu penses, on va avancer tout là. Non, c'est pas comme ça. Pardonne-moi, Jean, pardonne-moi. 15 secondes. Hein? On peut 15 secondes, Jean. Vous cachez sur le bas, mais putain, là, ça. Cachez sur le bas, mais là, ça, Jean. Toute vérité qu'a crié, Bab. Non, Jean, nous sommes frères, nous ne parlons pas franchement. Jean. C'est mon n'a pas dit, vous avez une chef d'entreprise. Vous avez obligé de travailler, acheter du travail. Vous avez travail. Donc, au travail. Ah bon. Si toi et moi, si vous et moi, qui sommes des entrepreneurs, ça c'est clair, hein, nous sommes interpellés par ça, comprends bien que ce n'est pas le cas de ces camarades-là. Ils veulent travailler en pays ailleurs. On ne peut pas les transformer subitement en entrepreneurs. C'est pas leur perspective. Ils étaient des héros. À l'époque du Covid, en première ligne, à l'époque où ça tuait, paraît-il. Maintenant, on ne trouve pas de solution pour eux. Non, il faut trouver une solution. Il faut faire un compromis. Pas une compromission, mais un compromis. Bon, et le compromis, c'est pas bailler l'argent. Je peux montrer des pharmacies ou acheter de l'hôpital. Je crois pas. Oui. Ça n'arrête pas le problème. Excusez-moi, excuse-moi. Non, tu as ta vision. Moi, je suis là pour poser des questions par rapport à ce que j'entends en dehors de l'émission. Juste un mot. Pardon, excusez-moi, j'ai un reste de trucs. J'ai pas pris assez de rhum. Au miel. J'ai un reste de pays de Nico, là. Donc, non, Jean, c'est très sérieux. On ne fait pas du développement comme ça. Comme ça, oui. J'étais pendant longtemps responsable, j'avais ma cellule d'outplacement, j'ai de l'outplacement, et j'ai fait pas mal de temps des cellules de reclassement. Donc, pour essayer de relancer des gens, tout ce qui était chômage qui tombait dessus. À l'époque, il y avait de l'argent, on essayait de les accompagner, de les redynamiser dans une création. Mais je confirme ce que disait Nico, ne crée pas une entreprise qui veut. Ne souhaite pas reclassement de n'importe qui parce qu'il y a une opportunité, parce qu'il y a des désastres, un mal-être de vie. Je parle de mise en commun de compétences. Non. Mais écoutez, je me permets de dire, je parle de mise en commun de compétences dans un environnement typiquement guadeloupéen. Nous créons cet environnement en apportant des capitaux. Et les compétences vont s'exprimer comme nous l'entendons. Mais ça, ce serait une nouvelle religion. Une nouvelle religion. Mais généreuse, hein. Ouais. Moi, j'adhère. Mais dans la réalité, la majorité des gens sont très contents d'être salariés quelque part. Se plaisent comme ça. Et ce qui va faire un Raymond, cette espèce de... Parce qu'il était fonctionnaire. Il était... Bon. Et il quitte la sécurité, la stabilité de la fonction publique et la sérénité et la trajectoire tout pour se mettre dans la merde de la création d'entreprise, porter mon lèvre, monter, descendre, aller à Saint-Martin une fois par semaine, je le vois tout le temps, etc., etc. Donc, je veux dire, ça demande un ressort, ça demande... Les vieux bonnets, pour les vieux bonnets. Exactement. Pour les vieux bonnets. Pour les vieux bonnets. Et tout le monde n'a pas cette fibre-là. N'a pas cette fibre-là. Et nous, le bilan de l'outplacement, quand on a fait ça, et le bilan de toutes les cellules de reclassement, c'était qu'il y avait au moins 70 à 80% d'échecs. D'échecs. Donc, il y a un problème chez nous en Guadeloupe, alors. Non, c'est pas que chez nous. Ailleurs aussi, peut-être. C'est pas parce que tu perds un boulot qu'on te donne un paquet d'argent pour te reconvertir
On a eu des situations dramatiques. Il y a des bouquins à écrire là-dessus. Donc, moi, j'ai connu un tas de gens. On leur a donné à l'époque, c'était dans les années 90, 95. On leur a donné 10, 15 millions à l'époque, des entreprises qui fermaient pour rebondir. Les gars sont morts, ils sont finis. J'en connais 2 qui sont morts écrasés dans un accident, sous comme des cochons, un à Mornalo, l'autre c'était un petit canal, etc. Il y en avait d'autres qui avaient déjà des petits restaurants, des petits ceci. On leur a dit, ben, profitez-en pour anoblir vos trucs et pérenniser votre fonctionnement. Ils ont tout mangé en moins de 6 mois. Ils ont disparu, etc. Non, c'est difficile. C'est très, très difficile. Alors, messieurs, donc on va évoluer quand même, avancer dans le cadre de cette émission. Et venons-en donc à ce que j'appelle une sorte de bilan. Vous savez, il y a eu l'élection présidentielle, il y a eu les élections législatives après, et maintenant nous entendons parler, bien entendu, dans le cadre de l'exercice de la mandature en cours, de 49.3, tout cela, ce sont des questions qui préoccupent aussi les citoyens. Alors, quel bilan peut-on faire après je dis, les 2 élections dont je veux parler, élection présidentielle et élection législative, 4 mois après? Les choses font bon train. Est-ce que peut-être ce gouvernement est en grande difficulté? Est-ce que, les élus, les sénateurs, et puis il n'y a pas sénateurs, les députés qui ont été élus sont des personnes qui font bien leur job? Nous pensons un peu à notre pays, n'est-ce pas? C'est une question qui se pose. Alors, dans le cadre de ce que je peux appeler, entre guillemets, un bilan, après 4 mois, qu'est-ce qu'il y a à en dire, monsieur Ramaille? Les choses vont bien? Mais il y a toujours à faire, hein. Heureusement, c'est ça la règle de la vie, hein. Il y a toujours à faire, hein. Et quand on ne fait pas, on est peut-être moins critiqué, et quand on fait, on est toujours critiqué. Ce sont toujours ceux-là qui sont les plus critiqués, ce qu'on fait. Maintenant, quel bilan on peut faire? Quand on pense à l'ambiance, avant l'élection, par exemple, législative, on a passé l'élection présidentielle, on a eu les élections législatives, n'est-ce pas? Après cette élection, on voit le contexte, l'ambiance. Nous avions, par exemple, les partis de gauche qui se sont unis. Nous avons les autres partis qui menaient leur stratégie, n'est-ce pas? Y a-t-il, à l'heure où l'on est, peut-on dire qu'il y a un gagnant, un perdant, si on peut parler en ces termes-là? Nous sommes dans un contexte de guerre. Nous sommes dans un contexte interne, un contexte français difficile. C'est vrai que il y a eu les grèves, le boucage, le pouvoir d'achat, tout ça a pris un coup avec tous les différents problèmes qui se posent dans la société, non seulement française, mais aussi, je dirais même la société mondiale. Et on sent qu'il y a un nouveau positionnement qui est en train de se faire, de géopolitique. Nous sommes en plein là-dedans. On ne sait pas tout à fait où est-ce qu'on va. Il faut attendre pour voir comment ça se termine, pour retrouver une certaine stabilité, peut-être pas la même qu'on a connue avant l'Ukraine. Donc les choses risquent d'être sérieusement modifiées. Maintenant, sur le plan national, les différents problèmes, est-ce que on peut déjà tirer un bilan de l'élection de Macron, de l'installation du nouveau Parlement? C'est un peu de tout. Mais en tout cas, le tempo est donné. On voit bien que la situation politique en France est difficile, mais c'est pas moins difficile ailleurs. On va en Italie, les pays autour de la France, c'est pas tellement mieux. Et donc, c'est un contexte difficile, un contexte politique difficile, et du fait que Macron, le président, n'a pas la majorité pour pouvoir faire passer ses lois, sa politique, comme il veut. Et donc, on voit bien que ça pose quelques problèmes, et on arrive, pour aller un petit peu vite, parce que je vois que tout le monde doit avoir un petit peu de temps pour parler sur la question, et on est en train d'appliquer le 49.3 pour dégainer le 49.3 pour faire passer les lois. C'est vrai que c'est toujours malheureux, certainement, selon certains, de dégainer cet article,
Mais je rappelle quand même, ça fait partie de la loi, de la Constitution française. Il faut bien qu'il y ait un moyen pour trancher, ne pas faire sombrer le pays dans des difficultés. La France est quand même un grand pays, il nous appartient à un grand pays, pour ne pas tomber dans des difficultés de problèmes politiques en France. Cet article-là est bienvenu. Maintenant, je fais remarquer quand même que cet article a été utilisé bien plus par la gauche, notamment avec les socialistes et les communistes au pouvoir à l'époque de Mitterrand, avec Michel Rocard, avec Edith Cresson et avec la droite aussi. Donc, je crois que ceux qui critiquent aujourd'hui n'ont pas tellement de meilleurs réseaux que ceux qui l'appliquent aujourd'hui. Donc, voilà. Alors, on revient rapidement peut-être à René. René, dans le contexte là, ça, on va regarder, c'est Bouganou là, ici, là, qui est lié. Il y a d'autres qui disent qu'il y a, ouais, mais j'ai dit 49-3 censure, moi, je vais voter censure, hein. J'ai dit, alors, est-ce que c'est pas. Le problème, c'est que nous ne pouvons pas 49-3 Guadeloupéens pour nous faire cette situation-là. Oui. Non, mais à caractère, alors, un certain nombre d'habitants, bon, on est un contexte mondial, que tout le monde connaît, la mondialisation. Il n'a pas bon goût. Il est en train de péter figuier dans le cadre d'un contexte là, ça. Et contexte mondial là, il y a un problème là qui est entre l'Ukraine et la Russie. Mais il y a toute géopolitique là qui était mise en place. Et qui était visé à quelque part continuer la guerre froide sans dire non, réellement. Donc, si vous voulez, ça crée une situation de tension et ça crée une situation là. On est à présent contexte français là, dans le contexte mondial là. Et on a une élection qui fait et qui bien montré que on a une majorité relative. Oui, relative. À la président de la République là, et que majorité relative là, ça, il était effectivement du mal à gouverner et qu'il était tiré le 49-3 qu'on a tiré à l'époque, etc. Bon, qu'on d'autres fait, ça fait partie de la Constitution française. Bon. Le 49-3 sont armes qui est utilisé à nouveau, certainement, jusqu'à ce qu'on joue en motion de défiance à gouvernement là qui pété et puis l'élection qui reprend. Bon, à part les quelques députés que nous avons ici qui changé quoi que ce soit ça, hein, même si bon. Moi, sans regarder, c'est beaucoup plus la réalité que nous vivons par rapport à la situation en nous. Bon, faut pas regarder simplement les députés en nous. Hein. Il y a deux cas d'habitat. On est tout un certain nombre de députés, on va voir de plus en plus qui réagissent ensemble, réunionnais, tous ces bougas ça ensemble. Et on a des interventions qui ont fait. Moi, ça qui a frappé moi, c'est l'intervention à les députés guyanais depuis quelque temps à l'Assemblée nationale française. Ils ont mis les points sur les i. Ils ont coupé la France. Ah non, ils ont mis, à pas couper la France, ils ont mis les points sur les i, à les questions fondamentales. L'autre jour, on était attendre encore le député à la Martinique là, il a expliqué. Mais c'est ça, réalité à payer en nous, mais c'est ça, nous vivons en Guyane. Et où tu attends des gens, tu babier, tout ça. Et tu as dit, oh, mais je comprends. Et il dit, oh, franchement, je comprends que vous sont babier. Puisqu'on ne va pas parler des autres, on va parler de nous. Et mais c'est ça, réalité en nous. À part les autres n'ont pas à vivre. C'est nous, les autres, qui ont fait nous vivre la réalité. Ça. En plein figure, tout le monde paye. Tout le monde paye. En cas senti qu'à niveau là, ça, il y a un deuxième problème. Et il fait apparaître ce problème-là. En réalité, ils sont incapables de poser les problèmes de fond dans le débat tel qu'il est là à l'heure actuelle en France et que les débats sont occultés. Moi, c'est ça, en cas retienne, à niveau là, ça. Et en cas vrai que, bon, ni des beaux qui n'est la fonction de député, qui a essayé de débrouiller autant bien que mal pour faire dire que le problème, nous, c'est si, mais ça inaudible à l'heure actuelle, qu'il y a un budget qui est voté certainement. Pour les deux, mais avec le 49-3 aussi, etc. Puisque manifestement, un certain nombre d'habitants. Donc, on entre dans une période de stabilité. Mais nous, en Guadeloupe. Pas de stabilité, forcément. De stabilité. En France, on entre dans une période de stabilité politique. Hein, en fait, oui, avec. Alors, on va parler de période de stabilité politique, c'est-à-dire une période d'instabilité sociale liée à une instabilité politique aussi. Les deux périodes qu'on va retrouver ensemble. Donc, nous, à Dombitin, il faut nous voir qui j'en nous avancer pour intégrer nous. Alors, Raphaël, ensuite Nico. Rapidement. Quand vous dites que nous sommes rentrés dans une période de stabilité,
Je suis désolé, mais ça fait bien longtemps qu'on est rentré. La définition même de la mondialisation, c'est le changement plus l'incertitude. Le changement, il est permanent, on a bien vu qu'il s'accélère. L'incertitude, elle grandit de plus en plus. Et ce sont ces incertitudes-là qui génèrent toutes ces situations Alors, pour revenir au patron de la Guadeloupe et de la Martinique, ça fait longtemps qu'eux sont formés au changement et à l'incertitude. Ah, ils sont formés à ça. Ils sont formés à ça depuis au moins 20 ans. Et tout ce qui nous arrive, y compris au niveau des mouvements sociaux, je ne veux pas dire qu'ils le pressentaient, mais ils le savaient déjà. Et pour cause, hein, on est dans un territoire où la précarité, les logiques de précarité ont donné un temps d'avance à certaines personnes pour anticiper et faire la prospective. Maintenant, rapidement, parce que je sais qu'il faut que je sais. Tu demandais quel bilan. Est-ce que c'est à faire du bilan? Non. On ne peut pas faire de bilan. Mais ce n'est pas parce qu'on ne peut pas faire de bilan qu'on ne peut pas faire de l'évaluation continue. Continue. Hein? Parce que le bilan, personne n'est capable de le faire, on ne peut pas se projeter. L'évaluation continue, qu'est-ce qu'elle nous dit? Qu'est-ce qu'elle va révéler? Qu'est-ce qu'elle nous révèle? Tout va bien dans le pire des mondes. Ça veut dire que nous sommes confrontés à des logiques, à des guerres, des logiques de coalition par rapport à des logiques de compromis. On les voit bien au niveau des partis. Nous sommes confrontés à des rapports d'allégeance par rapport à des relations, des rapports de codépendance. C'est le monde qui va se décider autour de nous au niveau politique et qui va définir nos comportements organisationnels et le comportement de la vie de tous les jours. Donc bonjour les dégâts. Bonjour les dégâts. Raphaël l'a dit, vamos a ver, hein, on va voir. Vamos a ver. Oui, alors Nico, je pense que tu nous entends, tu nous donneras le bout de l'affaire. Bon, allez vite. Pas de bilan, mais on fait sans doute d'évaluation, comme l'a dit Raphaël. Et puis, ce fameux 49.3, c'est l'arme de dissuasion de la Macronie, dit donc. Alors, je vais aller vite. Oui, j'en prie. Nos députés, nos 4 députés, ce sont la plupart des amis personnels, donc j'espère qu'ils ne vont pas prendre ce que je dis là pour une attaque personnelle. Bon. Ils sont, à mon avis, totalement inutiles. Totalement inutiles. C'est Nico qui le dit, hein? Non, mais il faut dire la vérité. Ils sont totalement inutiles. Bon. Ils sont inutiles au pays Guadeloupe et ils sont inutiles à la France elle-même. Bon. Inutiles au pays Guadeloupe parce qu'ils sont dans l'incapacité de prendre de la hauteur et de s'appuyer sur les événements du pays Guadeloupe pour illustrer une pensée globale et collective. C'est ça. Parce qu'il n'y a pas de mandat impératif. Quand tu es député, ou pas député de Massiou, hein, bon, ou député de la République française. Donc si, ou de Massiou, appuyons à Massiou pour parler à la France. Hein, bon, ou montrer à la France ses contradictions, comme font les Guyanais ou les Martiniquais maintenant. Eux, ils sont incapables de faire ça, on les entend. Ensuite, ils sont même incapables de créer une structure un peu illégale, mais à la limite, hein, un groupe qui serait orienté sur les colonies françaises à l'Assemblée nationale. Incapable de faire ça. Olivier nous a fait croire qu'il allait le faire, il s'est foutu de notre gueule. Hein, tout ça peut-être parce que fondamentalement, et là je lui reproche pas ça, Olivier Servat, il est macroniste. Bon, et que pour agir en France, ben, il faut être macroniste. Voilà. Et peut-être pour être élu en Guadeloupe, il faut être Mélenchon. Donc, en tant que politicien parlementaire, il nous a joué Mélenchon en Guadeloupe, il était élu, et en France, il est avec Macron. Bon. Il faut qu'il fasse attention, parce que l'Assemblée peut être dissoute. Bon. Et donc, on l'attend. Quant aux autres camarades, là, c'est vraiment la conséquence. Par exemple, qu'est-ce que Christian Baptiste vient chercher par socialiste? Tu es membre du PPDG, un parti qui se dit progressiste. Tu dois être LFI. C'est quoi ces histoires-là? C'est qui a fait ça, hein? Bon. Ensuite, tu as mon ami, le maire de l'ancien Califère. Califère, c'est social-libéral. Il serait plus allé chez Macron, hein? Quand Max Mathiazin est fait dans ce groupe inaudible, inconséquent, incohérent de l'IO ou pas l'IO, c'est quoi ces histoires?
Non, mais non, nos députés plaisantent. Nos députés plaisantent, mais par contre, c'est vrai que je leur accorde le fait que être petit-fils, petit-fils d'esclave et être assis à l'Assemblée nationale sur le fauteuil de Victor Hugo, hein, c'est pas mal quand même, hein, c'est pas mal. Mais ça, c'est personnel, c'est pas l'intérêt collectif. Bon. Et pour le 49.3, M. Ramaille et tous les camarades, là, faites attention parce que la loi a changé quand même. Hein. À l'époque de Michel Rocard, on pouvait utiliser le 49.3 comme on voulait. Oui. Et depuis 2008, ça a changé. Donc aujourd'hui, ça a changé radicalement. On peut l'utiliser pour la finance, le budget de la Sécu, et une seule autre fois, par session. Hein? Donc, par session. Donc ça veut dire que c'est pas la même chose. Hein? Bon. Et pour terminer, je pense aussi, camarades, que le droit de grève, c'est le 49.3 des travailleurs. 49.3 des travailleurs. On a entendu, ce sont les mots de l'IPCO. Alors, chers téléspectateurs qui avaient été fidèles à Eco-Club, et vous, chers familles clubistes, vous le comprenez, toute belle chose à sa fin. Notre émission arrive à sa fin. Et à sa fin, bien entendu, nous venons de terminer. Mais faut-il rappeler les deux thèmes que nous avons abordés ici dans le cadre de cette émission. Le premier point, le syndicalisme en Guadeloupe, bâtisseur ou fossoyeur, eh bien, vous avez entendu les analyses des clubistes. Et le deuxième point, que nous avons une sorte de bilan après ces élections présidentielles et législatives. Et cette partie-là, nous avons appelé à notre manière le 49.3, la dissuasion de la Macronie. Nous vous quittons donc sur cela. Passez un bon dimanche et à dimanche prochain pour une nouvelle émission. Alors, la rediffusion, je n'en sais très bien, mais en fait, nous sommes sur YouTube. Alors, technicien, je ne sais pas, la rediff, comment c'est programmé. En fait, nous attirons l'attention de la direction sur ce point-là, puisque nombreux sont les personnes qui m'interpellent là-dessus, que nous ayons au moins une heure de rediffusion, un moment de rediffusion. Les téléspectateurs fidèles, ils sont très attachés. Merci et à dimanche prochain.